Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Cette bonne nouvelle dans ce journal, 296 réfugiés du camp de Mbera en Mauritanie viennent de regagner le Bercail, plus précisément à Tombouctou, et l'État malien a débloqué près de 14 millions de francs CFA pour leur assistance. Ce soir, nous nous rendons à Awa Dembaya, dans la région de Caille, pour aller à la rencontre de certaines familles qui travaillent dans les carrières. Selon notre reporter, ces familles travaillent durement pour gagner leur pain quotidien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et Ibrahim Djombélé avec moi sur ce plateau pour la lecture de ce Conseil des cabinets des ministres. Bonsoir Ibrahim Djombélé. Bonsoir Khadijatou Koné, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi de programmation relative à la sécurité intérieure pour les années 2017 à 2021. L'organisation du secteur de la sécurité au Mali connaît des dysfonctionnements et des insuffisances, notamment le manque de personnel, la faible capacité opérationnelle des forces de sécurité et de protection civile, le manque d'équipements et d'infrastructures adaptées. Le projet de loi adopté vise à corriger ces dysfonctionnements et insuffisances et à permettre aux forces de sécurité de mieux assurer la protection des personnes et de leurs biens et de participer à la défense de l'intégrité territoriale. Il détermine pour la période de 2017 à 2021 les besoins nouveaux des forces de sécurité en termes de recrutement et de formation du personnel, d'équipement, de réalisation d'infrastructures et d'amélioration des conditions de vie des forces de sécurité. L'incidence financière des mesures préconisées est évaluée à 157 milliards 524 millions de francs CFA. L'adoption du présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Au titre du ministère de la Justice, sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi 2016-031 du 7 juin 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Les fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée concourent à l'exécution des décisions pénales et au maintien de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Le projet de décret adopté précise et complète les dispositions des lois du 7 juin 2016. Il répartit les fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée entre les corps des inspecteurs, des contrôleurs et des agents techniques. Il fixe les dispositions particulières relatives aux conditions de recrutement, de formation et d'avancement applicables à ces différents corps. L'adoption du présent projet de décret contribuera à l'amélioration de la gestion des carrières des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sur le rapport du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant la journée de la recherche et de l'innovation en République du Mali. Le projet de décret adopté institue la journée de la recherche et de l'innovation qui se tiendra le 30 juin de tous les 2 ans donc sur un thème bien précis.
L'institution de cette journée vise à reconnaître le mérite du chercheur et de l'innovateur, à promouvoir et à valoriser la contribution de la science, de la technologie et de l'innovation au progrès et au bien-être des populations. Elle sera l'occasion de récompenser les chercheurs et les auteurs de publications scientifiques, d'œuvres, d'inventions ou d'innovations technologiques les plus pertinentes. Elle constitue un espace d'information du public sur les résultats de la recherche et de l'innovation dans les différents domaines scientifiques, socio-économiques et culturels au Mali. L'institution de la journée de la recherche et de l'innovation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté du président de la République de faire de la recherche scientifique un des moteurs du développement de notre pays. Elle s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2024 de l'Union africaine sur la science, la technique et l'innovation. Au titre du ministère de l'Aménagement du territoire et de la population. Sur le rapport du ministre de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 98-20 du 9 mars 1998 et régissant le recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement général de la population et de l'habitat est institué par la loi du 9 mars 1998 dans la perspective de fournir des données socio-démographiques pertinentes et fiables et d'assurer une meilleure prise en compte des variables démographiques dans la formulation des programmes et stratégies de développement. Le décret du 27 mars 1998 fixant les modalités d'application de cette loi nécessitent d'être relues en raison des mutations du cadre institutionnel de gestion du processus de recensement général de la population et de l'habitat. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Il institue tous les 10 ans le recensement général de la population et de l'habitat et prévoit au niveau national, régional et local des organes de supervision et de coordination des opérations de recensement. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'organisation des opérations de recensement et de population et de l'habitat au Mali. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la présidence de la République, membre du Conseil des régulations de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes, président, M. Cheikh Sidi Mohamed Nimaga, ingénieur des télécommunications. Chargé des technologies de l'information et de la communication, M. Aïloun Badara Traoré, docteur en informatique. Chargé des questions juridiques, M. Amadou Traoré, juriste. Chargé des questions économiques, M. Lamine Seydou Traoré, expert comptable. Chargé des postes, M. Abdrahman Khalil Aïdara, administrateur des postes. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, chargé des missions, M. Ousseini Touré, administrateur civil. M. Sidi Touré, assureur. Au titre du ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale, secrétaire général, M. Seyni Touré, administrateur civil, chargé des missions, Mme Touré, Selfatou Boubacar, pédagogue, ce sera tout, Kadidiatou Kone pour ce soir. Merci bien Ibrahima Djombele. Suite de ce journal, 446 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation de la sécurité de 2017 à 2021. L'information a été donnée cet après-midi lors de la traditionnelle conférence de presse organisée après la tenue du Conseil des ministres. Au centre des débats de cette rencontre avec les journalistes figure aussi le recensement général de la population et de l'habitat qui débutera en fin 2018. L'opération nécessite la mobilisation de 20 milliards de francs CFA. Donc, vous aurez le reportage de Agali Aglissa au cours de ce journal. Le programme de l'élevage pour la croissance économique au Mali a initié une table ronde entre les acteurs du secteur de l'élevage. Le programme a pour but de faciliter et harmoniser les démarches de transport par rapport à l'exportation du bétail selon les réglementations nationales et sous-régionales. Le thème retenu est « Barrière au commerce national et sous-régional du bétail sur pied au Mali ». On en sait plus avec Mamtou Danté.
Il s'agit au cours de cette table ronde pour les acteurs du secteur d'élevage et ceux chargés des exportations des bétails au Mali d'échanger pendant 2 jours pour trouver des solutions en vue de diminuer toutes les tracasseries et barrières tarifaires et non tarifaires à l'exportation du bétail malien. Pour venir à bout de ce phénomène, nous avons besoin que tous les services chargés de la délivrance des papiers de transit les fassent avec diligence, professionnalisme et empressement, mais aussi selon les textes en vigueur. Nous aurons particulièrement besoin du soutien et de la coopération des départements ministériels, tels que ceux qui ont en charge la police, la gendarmerie et les douanes. Nous avons également besoin de l'appui et de la coopération des pays voisins, tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal. L'USAID accompagne le gouvernement malien dans cette initiative et elle veut amener tous les acteurs de ce secteur à respecter les normes de la CEDEAO qui stipulent que tous les individus et produits relevant de son espace ont droit de circuler librement. Le bétail au Mali a un rôle très important pour la sécurité alimentaire. Il est utilisé comme forme d'épargne et de résilience face aux chocs climatiques. Pourtant, le secteur élevage reste assez sous-développé. Un des problèmes principaux qu'on va discuter, c'est la tracasserie routière qui entrave le plein développement du secteur bétail ici au Mali. Les recommandations issues de cette table ronde permettront à toutes les parties prenantes engagées de soutenir ces secteurs, c'est-à-dire le gouvernement et ses partenaires, d'éradiquer les mauvais comportements sur les routes, car cela freine considérablement l'économie malienne et celle des pays voisins. 4 jours après leur installation, les autorités intérimaires de Tombouctou ont officiellement pris service. La cérémonie de passation s'est déroulée sous la supervision du gouverneur de région. Reportage Adama Djimde. Ces signatures de procès verbal marquent la passation de service entre le conseil régional sortant et les nouvelles autorités intérimaires de Tombouctou. Cet événement de haute portée est supervisé par le gouverneur de région. Le président rentrant a sollicité auprès de son aîné conseil et accompagnement afin de relever les défis auxquels les populations sont confrontées. D'abord, je veux remercier mon grand frère Mohamed Ibrahim, le président sortant, pour les efforts, les activités qu'il a eu à gérer pendant son mandat et que nous lui demandons aussi aujourd'hui, en tant que président sortant, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience et de l'expertise dans le domaine, de nous accompagner. Mon concours et tout ce que je peux faire pour faciliter, pour accompagner, pour réussir la mission ne fera pas défaut. Avec cette passation, les autorités intérimaires de Tombouctou sont officiellement renvoyées à l'exercice de leurs fonctions. Au gouverneur d'ajouter qu'ici à Tombouctou, autorités intérimaires et administration classique ne font qu'une équipe qui est appelée à gagner. Je considère autorité intérimaire comme administration générale comme une seule équipe à 2 pans. Le pan de l'autorité intérimaire et le pan de l'administration générale. Une seule équipe qui doit aboutir à tous ces résultats-là. J'ose espérer qu'avec le courage, avec la confiance entre les membres du groupe, avec la solidarité entre les membres du groupe, nous parviendrons ensemble à venir à bout de toutes ces difficultés. Juste après la cérémonie, les membres des autorités intérimaires et le personnel du conseil régional sortant ont eu une rencontre à huis clos, histoire de se connaître physiquement et de déterminer les grands axes de collaboration. Et nous restons dans la région de Tombouctou pour parler de cette bonne nouvelle. Ils sont 996 réfugiés de retour à TRG dans le cercle de Tombouctou. Ils étaient au camp de Mbera en Mauritanie et l'État malien a déboursé près de 14 millions de francs CFA pour leur assistance. Le point avec Yaya Tandina. Ils sont au total 76 ménages à décider volontairement de regagner la patrie mère. C'est dans ce contexte qu'une mission régionale initiée par le gouverneur en coordination avec la nouvelle autorité intérimaire s'est rendue à Teherdje dans la commune de Ber à 45 km de Tombouctou. Ces 296 revenants du camp de Mbera en Mauritanie ont bénéficié de l'accueil légendaire des autorités du pays et leurs partenaires.
Nous avons apporté une aide d'environ 14 millions. À l'endroit des autres, je dirais de suivre l'exemple de ceux qui commencent à revenir. Nous avons déjà des échos des conditions dans lesquelles ils vivent à Mbera. Nous souhaitons qu'ils reviennent. Le gouverneur. Votre présence ici vraiment les rassure qu'ils ont une grande considération, que ce soit du côté des représentants de l'État, que ce soit du côté de l'aménagement, que ce soit du côté des femmes, qu'ils se sont vraiment trouvés très utiles. L'appui du gouvernement à travers le développement social est constitué entre autres de 20 tonnes de riz, de 20 tonnes de mil, 10 sacs de sucre, 20 bidons d'huile, 400 moustiquaires imprégnés, sans couverture pour ne citer que cela. Vraiment, nous sommes très émus, très compatissants avec l'arrivée de nos frères qui viennent du camp d'Embara, les 76 familles. Je pense que pour nous, en tant qu'autorité intérimaire, ça fait notre mission principale. C'est pour ça que nous avons rejoint le gouverneur. Aujourd'hui, c'est vraiment pour nous une occasion dont nous profitons pour lancer un appel à tous les partenaires d'accompagner la réinsertion socio-économique de ces réfugiés. Je le disais au début de ce journal, 446 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation de la sécurité de 2017-2021. L'information a été donnée cet après-midi lors de la traditionnelle conférence de presse organisée après la tenue du Conseil des ministres. Au centre des débats de cette rencontre avec les journalistes figure aussi le recensement général de la population et de l'habitat qui débutera en fin 2018. L'opération nécessite la mobilisation de 20 milliards de francs CFA. Agali Aguissa, compte rendu. Premier sujet abordé au cours de cette rencontre, le projet de loi d'orientation et de programmation de la sécurité. La mise en œuvre de cette disposition permettra de mieux outiller les forces de sécurité sur une période de 5 ans. C'est la première fois que les forces de sécurité du Mali obtiennent une loi, en tout cas à ce niveau-là, projet de loi portant programmation de la sécurité intérieure sur une période 2017-2021. Nous avons fait le constat que depuis quelques années, les forces de sécurité intérieure n'étaient pas suffisamment outillées pour faire le travail pour lequel elles sont mises en place. La nature de la menace est très complexe aujourd'hui et nous avons jugé qu'il faut un nouveau type de force de sécurité qui peut faire face à toutes ces formes de menaces. L'amélioration des conditions de vie et de travail de ces forces. Le gouvernement a décidé de faire un effort gigantesque qui a consisté à envisager la somme d'environ 450 milliards de francs CFA sur les 5 ans à venir. Quant au second sujet, il a trait au prochain recensement général de la population et de l'habitat prévu en fin 2018. L'opération, qui devra mobiliser 30 000 agents, coûtera 20 milliards de francs CFA. La question du recensement est d'une importance capitale parce que les données qui seront issues de ces recensements permettront justement d'avoir des indicateurs précis de développement. Les données issues de ces recensements permettent aussi de faire des projections et de faire de la planification, n'est-ce pas, économique. Nous avons cru bon rapidement de lire ces décrets pour pouvoir mettre en place les organes qui seront chargés, n'est-ce pas, de ces recensements. Pour la mobilisation des fonds, le département a déjà reçu un don de la Banque mondiale et entend organiser une table ronde pour bénéficier de l'appui d'autres bailleurs, a déclaré le ministre. Les deux projets de loi seront soumis à l'appréciation des députés les jours à venir. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, est revenu sur les bons résultats issus du voyage du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en Arabie Saoudite. Et ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale informe les députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 27 avril 2017 et jour suivant s'il y a lieu. À l'ordre du jour, 1. Adoption du procès-verbal de la séance plénière du jeudi 12 mai 2016 et jour suivant. 2. Délibération sur des projets de loi. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des députés. La séance est publique.
Le ministre de l'Énergie et de l'Eau était du côté de Massina. Malika Lousseni a visité le dispositif de ravitaillement du cercle en eau et en électricité. Reportage Candicila. La mission d'inspection des infrastructures d'eau et d'énergie du ministre Malik Al-Housseni à Massina a commencé par le système d'approvisionnement des populations en eau. Le cercle dispose d'une adduction d'eau qui comprend un château érigé à 25 mètres sous cuve, un réseau de conduites comprenant 16 bornes fontaines et un local technique. L'adduction d'eau a coûté 360 millions de francs CFA, financé par le Fonds africain de développement. Sa gestion est confiée à une association qui, désormais, passera la main à la SOMAGEP, la Société malienne de gestion de l'eau potable. Ceci n'apportera que des avantages. Non seulement on pourra procéder à l'extension du réseau, toucher un plus grand nombre de familles, et en particulier les plus démunis, mais aussi assurer l'eau 24 heures sur 24 et à un prix abordable. Au niveau de la desserte en électricité, le cercle est doté d'une centrale thermique qui dispose de 5 groupes électrogènes et de 2 transformateurs éleveurs de 630 kVA chacun. Depuis 2010, EDM est installé ici, il y a une centrale et la production est suffisante face à la demande de la ville. Donc il n'y a pas de problème. Aussi, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a partagé avec les populations la vision du programme présidentiel d'urgence sociale 2017-2020 dont le socle est de mettre à la disposition de chaque maison un branchement en eau et un branchement en électricité. Le ministre Malik Al-Housseni a enfin rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Kémassina qui ont formulé des vœux de paix et de sécurité pour notre pays. Aussi, cette visite conjointe de supervision de 48 heures des partenaires du Fonds international de développement de l'agriculture FIDA et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Objectif, s'enquérir de l'état de mise en œuvre du projet de formation, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Compte rendu d'Aouda Diakité. C'est le cercle de Kolondjeba qui a constitué la première étape de cette visite conjointe des partenaires du Fonds international du développement de l'agriculture FIDA et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ici, ils sont plus d'une vingtaine de promoteurs de projets dans l'agrobusiness à bénéficier d'un financement du projet formation, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers. L'objectif de cette visite, c'est vraiment de venir sur le terrain, voir de vive vie les avancées du projet FIER et en même temps recueillir d'éventuelles difficultés afin d'envisager les stratégies idoines pour les surmonter. 90 projets sont en cours d'exécution dans les zones d'intervention du projet en région de Sikasso, à savoir Kolondjeba, Kadiolo et Yorosso, offrant ainsi des opportunités d'insertion aux jeunes promoteurs dans le tissu économique local. Le projet FIER nous a financé réellement à la hauteur d'environ 4 500 000, 3 millions de projets FIER et 1 500 000 de la SFD. Et cet appui réellement nous a amené à employer de plus, parce qu'au départ on était 2 personnes, mais aujourd'hui nous sommes environ à 5 personnes. Dans le Fuluna, la mission s'est rendue à l'Institut des technologies agricoles Siriba Diabaté, dont 445 auditeurs suivent la formation dans divers corps de métier. Et je trouve que le projet fait un travail formidable, parce que vraiment ce qui nous a vraiment frappé, c'est les jeunes. Ils ont reçu de l'argent, ils ont commencé des activités, ils ont monté des projets qui sont des projets de qualité. On attendait vraiment qu'il démarre et là je pense qu'il a vraiment démarré et qu'il a vraiment démarré sur d'excellentes bases. La réunion de synthèse qui a bouclé la mission de supervision a permis aux acteurs de faire des recommandations fortes pour l'atteinte des 19 000 emplois d'ici à 2021, date de la clôture du projet formation, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers. Le ministre du Développement industriel était sur le terrain pour visiter l'usine Mali Tracteur dans la commune de Samanko, dans le cercle de Kati. Mohamed Ali Ibrahim, à travers sa série de visites, veut mieux connaître les usines du Mali afin de répondre correctement aux nombreuses demandes. Nyanya Loutraoré aussi était de la visite pour nous. C'est un ministre curieux, s'adressant directement aux ouvriers qui étaient en visite ce jour à Samanko, dans l'usine d'assemblage Mali Tracteur. Ce n'est pas votre capacité, mais c'est selon la demande du marché. S'il y a des commandes, on peut aller au-delà des 10 tracteurs
15 tracteurs par jour. Mali Tracteur a été créé en 2009 avec l'ambition de promouvoir la mécanisation de l'agriculture. Aujourd'hui, la démarche est porteuse puisque les tracteurs se vendent très bien au Mali ainsi que dans la sous-région. Depuis janvier dernier, l'usine a écoulé 102 tracteurs et ce ne sont pas les acheteurs qui manquent. Aujourd'hui, nous sommes venus faire un achat de capacité 60 chevaux pour mon ami qui venait de Sikasso. Et c'est un agriculteur. Des impressions de satisfaction de savoir que nous avons une unité d'assemblage qui participe significativement à la mécanisation de notre agriculture. Les tracteurs disponibles à l'usine sont de marque Mahindra et les prix varient de 7 à 14 millions de francs CFA compte tenu des capacités et des accessoires. Les responsables de l'usine lancent un appel pour plus d'accès au marché public. Mali Tracteur est une société mixte, puisque l'usine même est venue de la coopération Mali-Inde. Nous, on pense que l'État quand même peut nous aider pour l'écoulement de nos produits. Nous avons noté leur souhait d'acquérir plus, n'est-ce pas, de la commande publique. Nous avons noté et nous leur avons rappelé que la commande publique est une autre réglementation. Mais la protection des unités industrielles en est aussi une autre démarche. Et nous allons examiner ce qui serait possible à faire. Pour rappel, Mali Tracteur est une société anonyme dont le capital est détenu à hauteur de 51% par les Indiens et 49% par l'État du Mali. 111 millions de francs CFA, c'est le coût total de réalisation d'un barrage hydro-agricole dans le village de Soroni, dans le cercle de Bougouni. Ce barrage permettra de booster l'agriculture dans la localité. De Sikasso, le compte-rendu de Fatmata Diallo. Coupure du ruban symbolique, visite de l'ouvrage, telles ont été les grandes lignes de la cérémonie inaugurale du barrage hydro-agricole de Soroni dans la commune rurale de Yiridougou, cercle de Bougouni. Un joyau architectural pour l'accroissement des revenus des exploitants et la réduction de l'exode rural. Nous comptons exploiter le secteur maraîcher. Alors si on arrivait à créer dans le lit mineur une culture de bourgou, ça permettra d'avoir de l'aliment bétail pour les troupeaux. Coût total de réalisation, 111 483 000 francs CFA, entièrement financé par le budget spécial d'investissement, le suivi contrôle ayant été assuré par le génie civil. C'est un barrage hydro-agricole composé d'un déversoir d'une longueur de 120 mètres avec une hauteur dans le lit mineur qui fait 2 mètres, composé encore d'un massif aval, d'un bassin de dissipation et terminé par les enrochements. La difficile équation à résoudre cependant reste la rentabilité de l'ouvrage. Ils ont déjà récolté plus de 600 kilos de poissons qu'ils ont vendus. Ils doivent pouvoir économiser ces recettes pour pouvoir assurer l'entretien de la retenue. Occasion pour le gouverneur de visiter d'autres barrages existants. Des réalisations qui souffrent cette fois-ci de non-surcreusement et de manque d'empoisonnement selon les bénéficiaires. À ces doléances, des apaisements ont été donnés par le chef de l'exécutif régional. Depuis lundi, le Parlement Chevaux se déroule à Caille. Objectif, édifier les citoyens sur l'organisation, le fonctionnement de l'institution et faire une restitution de certaines lois phares que l'Assemblée nationale a votées. On en parle avec Diafar Aïdara. Les travaux du Parlement chez vous se poursuivent à Caille. Les débats de ce deuxième jour ont porté sur les lois phares qui sont entre autres la loi électorale, le statut de l'opposition, la loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Au cours des échanges, le président de la commission loi à l'Assemblée nationale a souligné dans son exposé que l'opposition politique est un élément fondamental de la démocratie pluraliste. À ce titre, elle a le devoir de suivre l'action gouvernementale, de critiquer de façon objective et constructive dans le sens du renforcement de l'idéal démocratique. Pour le projet de loi instituant des mesures pour promouvoir le genre, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion du genre et propose à cet effet une proportion d'au moins 30% pour toutes les nominations dans les institutions de la République. Pendant ces 2 jours, nous avons été édifiés les lois phares, la loi électorale et des recommandations pertinentes y sont issues, nous permettront
d'avoir dans les jours à venir des élections plus fiables, plus crédibles. Ces débats ont permis aux participants d'être mieux édifiés sur les lois phares de l'Assemblée et de formuler des recommandations. Nous avons senti un grand engouement du public, des citoyens de la région de Caille par rapport à cette expérience. L'une des missions d'un député, c'est de pouvoir restituer les lois votées au nom du peuple malien. Parce que les juristes disent que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi, quand nous avons restitué aujourd'hui la loi portant promotion du genre, et la loi électorale et la loi sur le statut de l'opposition politique, ça a créé beaucoup d'engouement et les gens sont beaucoup plus informés par rapport à ce qui se trouve réellement dans ces textes de loi et ça leur permettra en tout cas dans le futur de pouvoir savoir qu'en matière d'élection, quelles sont les infractions et quels sont les droits de l'électeur, quels sont les devoirs de candidats, entre autres. Les participants ont souhaité que cette initiative de l'Assemblée nationale de faire la restitution des lois mérite d'être soutenue. C'est demain jeudi que notre pays célébrera la journée de la sécurité et la santé au travail couplée cette année avec celle africaine de la prévention des risques professionnels. Elle vise à promouvoir la culture de la prévention des risques professionnels et le respect du droit à de meilleures conditions pour les travailleurs. Suivant un extrait du message du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire à Amadou Konaté, des propos recueillis par Mohamed Oldemamouni. Cette année, 2 thèmes ont été retenus respectivement. Pour la journée de la sécurité et la santé au travail, le thème sera « Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité et la santé au travail ». Alors que pour la journée africaine de la prévention des risques professionnels, le thème sera « Évaluation des risques professionnels », gage d'une modernisation des outils de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Ces thèmes ont pour objectif commun la promotion d'une culture de la prévention des risques professionnels fondée sur la lutte contre les conditions dangereuses de travail et le respect à tous les niveaux du droit à un milieu de travail sûr, salubre, avec la participation active de tous les acteurs concernés. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter les employeurs et les travailleurs à promouvoir la sécurité et la santé au travail pour la pérennisation d'une culture nationale de la prévention. L'intégralité de ce message à suivre après ce journal. Financé par ONU Femmes, le projet qui vient d'être lancé à la Maison de la Femme, rive droite du district de Bamako, est mis en œuvre par l'association Entraide et Développement et vise à appuyer les femmes rurales des régions bénéficiaires dans leur activité génératrice de revenus. Reportage à Faneba Keita. Ce programme initié par l'ONG Association d'entraide et de développement vient en aide à plus de 300 femmes transformatrices des régions de Ségou et de Sikasso. Ce projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes de ces régions est conçu pour qu'il ait un impact positif sur la réduction de la pauvreté en milieu rural. Toute chose qui va en droite ligne des missions essentielles de cette ONG féminine, à savoir contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes rurales et périurbaines à travers des activités d'autopromotion économique et politique. Le coût du projet est à peu près 300 millions sur 3 ans. L'objectif visé pour le projet, ça c'est la réduction de la pauvreté de la femme. Le partenaire financier est ONU Femmes, mais pour la mise en œuvre du projet, il y a les partenaires à la base. Il s'agit de 2 réseaux de femmes et puis les groupements féminins. Aller vers l'autonomisation des femmes est la bataille que livre ONU Femmes, bailleur de fonds de ce programme. Prenons un temps pour observer, analyser les conditions de vie des femmes qui nous entourent, surtout celles qui sont dans les milieux ruraux. La vie reste pour la plupart d'elles un cycle infernal de quête de subsistance quotidienne pour ses proches et ensuite pour elles-mêmes. Cela prive le pays d'une grande part de contribution à son développement.
Engageons-nous à réaliser l'autonomisation des femmes. D'une durée de 3 ans, le programme qui vient d'être lancé couvre 3 cercles. Les cercles de Ségou et Bla pour la 4e région et le cercle de Sikasso pour la 3e région. Ces activités s'articulent autour de 3 composantes qui sont le centre multifonctionnel des ressources, le renforcement du leadership des femmes rurales et la composante plaidoyer auprès des autorités nationales. Le parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, a tenu une conférence de presse. L'objectif est d'attirer l'attention des décideurs sur la situation des Maliens de l'extérieur et la grogne sociale que connaît notre pays. Compte rendu Isaac Tchenou. 2 thèmes sont au cœur de cette conférence de presse organisée par le parti SADI. La situation des Maliens de l'extérieur est la première préoccupation du parti qui demande au gouvernement plus d'engagement. Les Maliens à l'extérieur du Mali, que ce soit en France, au Congo et un peu partout, ont d'énormes difficultés. Ce qui peut s'arranger au Mali ne peut pas s'arranger à l'extérieur, à savoir quand on se présente au service administratif et qu'on n'a pas de passeport, qu'on n'a pas de carte NINA parce que la présentation et l'acquisition du passeport est liée à la carte NINA, vous pouvez savoir la misère dans laquelle se trouvent ces populations-là. Au Congo, les gens ont payé leur argent, les gens sont en attente de leurs pièces et il se trouve que le mode de confection du passeport ayant changé, alors il est difficile pour eux d'avoir accès à leur passeport aujourd'hui. En France, avoir des citoyens en grand nombre qui n'arrivent pas à avoir leur carte NINA pour pouvoir confectionner leur passeport, je crois que c'est extrêmement difficile. Le second thème est relatif à la grogne sociale. Au dire de Omar Mariko, président du parti, cette situation que connaît notre pays ne présage pas un avenir meilleur. Le front social bouge trop en République du Mali, ce n'est pas acceptable. La grève des enseignants n'a pas été occultée. Politique toujours, c'est le village de Témou, dans la commune de Dougabougou, que le parti CODEM a effectué sa rentrée politique ce week-end. Les responsables du parti ont échangé avec les cadres, élus et militants sur la vie du parti, les préparatifs des élections futures et les préoccupations nationales. Reportage à Fousseni Samaki. Au cours de cette rentrée politique du parti CODEM dans les villages de Témou, commune de Dougabougou, les responsables, militants et sympathisants du parti ont échangé sur la meilleure implantation du parti et les préparations des élections futures. La CODEM compte désormais améliorer sa représentativité sur le plan national. On a d'abord salué leur victoire, parce que pour la première fois ici, c'est présenté dans une commune comme Dougabougou. Et gagner à Dougabougou, gagner également à Sirbala, qui est à 2 pas, ça augure de très très belles choses. Nous sommes venus leur dire que nous sommes là avec eux. Nous sommes venus prendre le goût de nous rapprocher de nos militants, les écouter, les entendre, parce que c'est aussi ça. Les préoccupations nationales par rapport à la sécurité et la cohésion sociale ont été prises en compte dans les échanges de Témou. Le Mali a déjà amorcé à une vitesse accélérée le processus de paix, et ce processus de paix, pour rien au monde, ne doit être freiné. Nous devons jouer notre partition, eux militants, et citoyens. Le parti a enregistré dans la commune rurale de Dougabougou l'adhésion des nouveaux militants et élus venant d'autres partis. Notons que la CODEM, qui est la 4e force politique nationale au Mali, compte 737 conseillers et 36 maires dans les collectivités décentralisées. À Kaï, dans la commune de Awa-Dembaya, non loin de Médine, des centaines de familles travaillent dans des carrières. Elles creusent la terre, cassent des grosses pierres afin de les réduire en gravier propre utilisé dans les constructions de maisons. Selon notre reporter, ces familles travaillent très dur pour gagner leur pain quotidien. Mahamadou Doumbia. Dans la commune rurale de Awa-Dembaya, entre Médine et Lontou, et à une quinzaine de kilomètres de Kaï-Ville, elles sont une centaine de femmes, d'hommes et d'enfants déterminés à casser des roches, des cailloux à la force de leurs poignets pour obtenir des graviers et nourrir leur famille. J'ai fait ce travail il y a déjà 2 ans. Je l'ai fait seul pour mes enfants. Je suis veuve. Je n'ai aucun autre moyen pour les nourrir. Nous vendons le contenu de la benne à 45 000 francs CFA. Pour obtenir des graviers en quantité destinés ici à la construction, il faut de l'entrain, de la détermination. La cause, c'est l'extrême pauvreté et le manque de soutien qui conduisent ces braves femmes vers un tel travail extrêmement difficile. Nous restons ici du matin jusqu'au soir. Seul Dieu est notre soutien. Nous demandons aux femmes en difficulté de se débrouiller. Cela vaut mieux que de ne rien faire.
Nous souffrons beaucoup. Avant, on faisait le maraîchage avec la construction du barrage. Aujourd'hui, on n'a plus de terre. Si on a à manger ici, on reste dans les cas contraires, on est obligé d'abandonner le travail et d'aller à la maison. Je fais ce travail il y a 3 ans. On peut durer sans vendre des graviers. Souvent, on est obligé de nous endetter pour nourrir nos familles. Dans ce travail très difficile, il faut avoir le flair, souvent collaborer pour avoir des clients, surtout savoir partager. Je travaille ici avec ma femme. Je fais ce boulot malgré moi-même. Il n'y a pas de travail. Nous le faisons pour nourrir nos familles grâce à Dieu. J'ai une 40aine de personnes à charge. J'ai fait ce travail très difficile pour une femme. Nos autorités doivent penser à nous. Vu mon état, on m'interdit de venir travailler ici. Ce travail est très dur. Sans ce travail, que faire? Nous devons nous occuper de nos enfants, les habiller. Nous travaillons avec les femmes. Il y a une convention entre nous. C'est donnant-donnant. Si les autorités peuvent leur chercher des machines à concasser les cailloux, cela pourra leur faciliter le travail. Le maire partage la souffrance de ces femmes, hommes et enfants déterminés à se prendre en charge dans la vie. Ces femmes étaient des exemples dans le temps, parce qu'ils ravitaient tout le marché des cailles en légumes. Mais aujourd'hui, avec le barrage, nos femmes n'ont plus de périmètre, elles n'ont plus de terre. En attendant, le dur labeur continue ici, car rien ne sert de courir, il faut partir à point comme disait l'autre. Mais pour ces oubliés qui n'ont d'autre recours ici-bas, seul compte Dieu. Et nous revenons sur ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra demain jeudi 27 avril 2017 et jour suivant s'il y a lieu. À l'ordre du jour, adoption de procès verbal de la séance plénière du jeudi 12 mai 2016 et jour suivant, délibération sur des projets de loi et communication. Les travaux débuteront à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence des députés. La séance est publique. Demain 13h, Aïssata Ibrahim Maïga, pour ma part, au plaisir de vous retrouver pour les éditions du soir. Merci à vous d'avoir suivi la présente et bonne soirée à tous.